ce budget 2026, c'est une vraie boucherie. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui se prétend de gauche puisse valider ça. La seule raison, c'est qu'ils veulent sauver leur place. Ça me paraît d'une évidence. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau grand entretien sur la chaîne YouTube d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef publication Agora. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour, merci de votre accueil. L'actualité, c'est bien sûr la présentation du budget à l'Assemblée nationale. Que penser de ce budget pour l'année 2026 ? Alors la question, elle peut être abordée sur des angles multiples. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, et puis il y a des aspects que je qualifierais presque de psychologiques ou sociétaux. Alors, côté politique, là, c'est le summum de la magouille politique, de la politique politicienne. Quand vous avez ceux qui ont fait tomber le gouvernement Barnier parce qu'il avait proposé une année blanche pour 2025, et les mêmes aujourd'hui vont laisser passer un budget incluant l'année blanche, avec tout ce qu'elle comporte, et qu'ils jugeaient inacceptable, en l'échange d'une suspension de la loi sur les retraites, qui va probablement être suspendue, soit retoquée par le Sénat, soit déclarée inconstitutionnelle, parce que pour inclure les nouvelles hypothèses et le volet dépenses dans le projet de loi, il faudrait le refondre. D'un point de vue technique, ça va être extrêmement compliqué. Si on le fait en séparé, ça risque d'être déclaré inconstitutionnel. Et si on n'a pas le temps de refondre ce budget 2026, dans les 68 jours qui nous restent, eh bien à ce moment-là, l'Élysée n'a plus qu'à dégainer l'article 47. Autrement dit, cette suspension de la réforme des retraites m'a tout l'air d'être un prétexte pour valider un budget qui, s'il ne l'était pas, entraînerait une dissolution et la perte probablement de la moitié des sièges de ceux qui viennent d'approuver le budget qu'ils refusaient en l'état il y a seulement 15 jours. Maintenant, sur un plan économique, ça ne va probablement pas suffire. Les hypothèses de recettes sont basées sur une hypothèse de croissance de 1% qui n'existera probablement pas. Et elle n'existera pas pour une très bonne raison, c'est que dans le volet des recettes, il y a 14 milliards d'impôts supplémentaires. Mais ça va beaucoup plus loin que les impôts. Parce que ça, l'impôt, c'est la hausse de la fiscalité, mais il y a également le volet baisse des prestations. Ça retire encore du pouvoir d'achat. Donc il y a ce qu'on voit, la partie immergée de l'iceberg. Alors ça va être 12,5 milliards pour le citoyen lambda et 2,5 milliards peut-être pour les très 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 gros patrimoines. Donc ça, voilà, c'est 12,5 à assumer par chaque Français. Mais aussi ce qu'on ne voit pas, c'est les pertes de prestations qui, elles, viennent soustraire du pouvoir d'achat. Plus, j'imagine, d'autres recettes de poche qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais on a quelques pistes. Hausse de la fiscalité sur les liquides qu'on met dans les vapoteuses, voilà, avec des taxes de plus en plus élevées en fonction du nombre de millilitres. Les biocarburants, le fameux éthanol, qui est fait en France, majoritairement,
C'est une des dernières filières industrielles, on va dire, qui fonctionnent en France. Si l'éthanol était fiscalisé de la même façon que les autres carburants, on anéantirait la filiale éthanol, du jour au lendemain. Tout ça pour se dire on va récupérer quelques centimes sur le litre et on va littéralement éteindre une des dernières industries qui est encore profitable en France. C'est absolument merveilleux. Bon, alors après ça, si on revient effectivement sur le budget, ça prévoit quoi? Donc la fameuse année blanche. Donc la fameuse année blanche, ça veut dire que vos impôts augmentent proportionnellement à l'inflation, puisqu'on considère qu'en fait l'inflation est à zéro, donc on dit, ah voilà, vos revenus ont augmenté de tant, 2,5, 3, etc. Donc vous êtes imposé sur une différence que vous ne toucherez pas, puisqu'elle sera en fait elle sera annulée par l'inflation. Année blanche pour les retraites, bon, ça veut dire que là aussi, les retraites ne sont pas revalorisées, donc vous mangez l'inflation. Les pensions diverses, toutes les aides, pareil, année blanche. Bon, indemnité de chômage pas revalorisée, CAF pas revalorisée, les indemnités journalières pas revalorisées. L'indemnité journalière, ça peut être pour les arrêts maladie, etc., prise en charge de la dépendance. Qu'est-ce qu'on a comme autre joyeuseté? Ah oui, ceux qui ont des longues maladies. Si les maladies n'ont pas compris qu'il faut qu'elles raccourcissent un peu leur durée, il va y avoir là aussi une fiscalisation de la prise en charge de ces longues maladies. Le forfait médicaments, ça passe de 1 à 2, c'est rien, c'est juste 1 euro. Et pour des gens qui ont 10, 15 médicaments à prendre chaque mois, ça va faire peut-être des 10, des 15, des 20 euros supplémentaires, pour des gens qui des fois sont à 10 euros près. Les forfaits hospitaliers vont évidemment augmenter. Le moindre avantage, par exemple les tickets repas, pourraient être également fiscalisés. J'imagine que les voitures de fonction vont être probablement frappées de malus écologiques, etc. Donc, ce budget 2026, c'est une vraie boucherie. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui se prétend de gauche puisse valider ça. La seule raison, c'est qu'ils veulent sauver leur place. Ça me paraît d'une évidence. Et il y avait qu'à d'ailleurs observer la mine radieuse de Yaël Braun-Pivet au soir du 15 octobre, quand elle a compris que sans censure, il n'y aurait pas de dissolution, et que du coup, la géographie de l'Assemblée ne changerait pas, et donc elle allait garder son poste. C'était pratiquement une des meilleures journées, je pense, pour elle, depuis la première dissolution. Son euphorie était inversement proportionnelle à son cynisme. Et d'ailleurs, elle a profité d'un passage à la télévision pour expliquer également que l'héritage, c'était quelque chose qu'elle trouvait choquant. C'était de l'argent qui tombe du ciel. Alors j'évoque l'héritage parce que, évidemment, dans le projet de budget 2026, il n'est pas exclu qu'il s'attaque également aux droits de succession ou aux déductions qui sont possibles au travers de l'assurance vie. Donc, Madame Braun-Pivet, qui ne vit que de l'argent du contribuable, qui coûte au contribuable 37 200 € par mois. Hein, ça fait presque, c'est l'équivalent de 2 SMIC annuels, chaque mois. Cette personne qui se nourrit de l'argent public depuis des années estime qu'une succession et que des biens transmis, biens mobiliers ou immobiliers, tout a déjà été taxé, surtaxé.
les biens immobiliers ou un portefeuille d'actions, ça a été acheté avec l'argent qui restait après la ponction fiscale, qui est de plus de 50% sur les revenus, rajouter les 20% de TVA qu'on se prend en moyenne. Donc, l'épargne constituée des biens immobiliers achetés par exemple à crédit, le travail de toute une vie, un portefeuille boursier, ou peu importe, ou obligataire, enfin peu importe, un peu d'épargne qui a été mise de côté après avoir financé son logement. Et ce qui, là encore, donne lieu à des droits de mutation, frais de notaire, tout ce qu'on veut, à les impôts locaux et taxes foncières. Donc une fois que tous ces biens ont été achetés après fiscalité, eh bien si on les transmet, il faut encore les surfiscaliser. Sinon c'est de l'argent qui tombe du ciel et c'est quelque chose qu'elle trouve malsain, je reprends ces termes, parce que ce n'est pas malsain de vivre au crochet du contribuable. Par contre, c'est malsain parce que ceux qui reçoivent un héritage, d'un seul coup, se trouvent plus riches, miraculeusement. Ce n'est pas du tout parce que ceux qui transmettent ont travaillé et déjà payé peut-être 70 ou 75% d'impôts. Je dirais que sur l'immobilier, on est presque du 100%. Parce qu'une fois que vous êtes propriétaire, vous avez fini de rembourser la banque, et que votre bien, vous le conservez 10 ou 15 ans, à raison de taxes foncières qui augmentent d'ailleurs de 5-6% tous les ans, l'inflation elle est largement battue, donc votre bien immobilier, quand vous ajoutez toutes les taxes foncières que vous avez acquittées, vous l'avez presque payé une deuxième fois, ou en tout cas, vous avez presque donné sa contre-valeur à l'État. Enfin, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est pas encore. Il faut taxer plus. Donc, quand je vous dis que le projet de budget 2026 est déjà une boucherie fiscale, mais qu'on n'a peut-être pas encore tout vu, puisque de l'aveu même d'une leader socialiste, puisqu'elle est, Madame Braun-Pivet est socialiste depuis l'an 2000, je crois, c'est pas d'hier. Donc, de l'aveu même de cette personne, il va falloir probablement aller chercher de l'argent, au-delà de la boucherie qu'on connaît déjà, il va falloir aller la chercher dans la poche des héritiers, ou continuer de faire les poches de ceux qui sont dans le cercueil. Non mais c'est hallucinant. Et quand je vous parlais de l'aspect psychologique de tout ça, c'est qu'à la limite, les gens sont dans une telle stupeur de découvrir ça, et il n'y a tellement pas de moyens de reprendre, on va dire, le contrôle démocratique, puisque s'il n'y a pas de censure, les gens ne vont pas pouvoir exprimer leur rejet. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut accepter ce budget 2026, même des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Alors cet impôt-là ne va pas augmenter, d'accord ? On va éventuellement augmenter l'impôt sur les très très riches. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un très riche ? Avant, c'était 100 millions, puis c'est 10 millions, et puis comme les 10 millions, les 100 millions sont déjà tous partis à l'étranger, c'est quoi un riche aujourd'hui ? C'est celui qui est un peu plus riche que vous ? C'est quoi ? C'est 1 million de patrimoine ? C'est 200 000 ? À partir de quand va-t-on juger légitime de taxer l'épargne, qui est déjà constituée, je le répète, avec de l'argent qui vous reste quand vous avez déjà payé tout le reste ? Enfin, c'est extraordinaire. Donc, pour ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, eux doivent payer le forfait médicaments doublé, vont voir donc réduit éventuellement leurs indemnités chômage, si comme s'ils appartiennent à une de ces 50 000 entreprises qui a mis la clé sous la porte cette année. C'est un record, on a battu largement les chiffres de l'année 2009, la grande crise. La grande crise, on avait 35 000 ou 36 000 entreprises qui déposaient. Là, on n'est pas en crise, au contraire, on nous explique que tout va bien. Et on est à 50 000, on sera à 50 000 dépôts de bilan à la fin de l'année. Donc ça va faire 200 ou 250 000 chômeurs. Ben, ceux-là, déjà, on leur annonce que l'année prochaine, ils toucheront moins. Voilà. Et puis, pour ceux qui, malheureusement, sont en arrêt maladie, ben, leurs indemnités
vont mécaniquement se trouver réduites. Donc, du plus pauvre au petit riche, parce que qu'est-ce que c'est que d'être riche aujourd'hui? Aux yeux de M. François Hollande, c'est 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, dans certains cantons suisses, c'est le SMIC. Voilà, pour fixer les choses. Donc le logiciel socialiste, ponctionnaire et redistributif, on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. La seule limite, ça serait effectivement un vote démocratique qui dit non à ces gens-là. Ils ne vous proposent pas de faire de vraies économies. Jamais. 37 000 € pour Mme Yael Braun-Pivet, elle n'estime pas à un seul instant que des gens comme elle, on doit éventuellement envisager de faire des économies ou de se montrer solidaire de ceux qui en font. Non. Et donc, quand je vous parlais de psychologique, c'est qu'au soir même de la présentation de cette boucherie fiscale, vous avez déjà un faux sondage qui sort sur une chaîne qui appartient aujourd'hui à un ami de M. Macron, M. Saadé, et qui vous dit que 56% des Français sont contre la dissolution. Ce qui est évidemment, c'est pas un mensonge, c'est une manipulation, c'est frelaté. Vous faites un sondage, vous sortez dans la rue, vous faites un sondage, vous croisez 10 personnes, il y en a 8 qui sont pour la dissolution. Et les 2 qui sont contre, je ne sais même pas quelles peuvent être leurs motivations, dans la mesure où ils ne vont pas échapper à la boucherie fiscale. Donc on a un cynisme de la part des politiques, et vous avez tout un système de propagande qui vous invente ces fameux sondages, dont Coluche disait évidemment, le sondage il est fait pour que vous compreniez ce que vous devez penser ou de ce que vous devez voter. Bon, voilà le constat que je fais là, à chaud, sur le budget. Et bien sûr, comme je le disais, comme les hypothèses de recettes ne seront pas, enfin elles sont évidemment erronées, puisque si vous avez une chute de la consommation, et c'est ce à quoi on va assister, forcément, avec 12,5 milliards de ponctions, plus combien de milliards qui ne seront pas versés sous forme de prestations, moins de consommation égale évidemment moins de recettes de TVA. Et moi, j'ai regardé les recettes de TVA, tout comme en 2024 et 2023 et 2024, dans des budgets qui ont été passés à coût de 49,3, les hypothèses de recettes de TVA, à mon avis, sont totalement imaginaires. C'est Alice au pays des merveilles. Donc on va se retrouver effectivement avec une nouvelle impasse, on dira, ah bah tiens, on n'a pas réalisé les objectifs du projet de loi de finances. Et là, ce que je trouve encore plus extraordinaire, et là on va revenir un petit peu au volet politique, c'est que, je me demande d'ailleurs si c'est pas Madame Braun-Pivet qui a déclaré ça, ou en tout cas, si, je pense que c'est bien elle, qui a dit la censure étant écartée, le débat parlementaire va pouvoir reprendre. Je me réjouis que la vie démocratique puisse s'exprimer à nouveau. Qui l'a empêché de s'exprimer, ce débat démocratique, à coup de 49-3 ? Elle était au perchoir quand les 49-3 s'enchaînaient. A-t-elle jamais émis une objection et expliqué que les 49-3, ça favorisait peut-être quand même pas beaucoup le débat démocratique? Mais enfin, mais ces gens-là, on met toutes les audaces. Mais comment on appelle ça à un moment? C'est nous cracher à la figure. Peut-être que les mots, vous les trouvez durs, mais comment voulez-vous le ressentir? On a beaucoup parlé aussi de la suspension de la réforme des retraites. C'était au cœur de tous les débats politiques. Quelles conséquences cela aura sur l'économie française, mais aussi pour les gens qui sont à la retraite ou qui vont partir prochainement à la retraite, cette suspension? Alors, pour ceux qui devaient partir et qui étaient touchés par l'allongement, eux vont peut-être pouvoir prendre leur retraite. Voilà. Bon, ça aura un coût ou un surcoût. Mais ce surcoût,
est absolument négligeable par rapport à ce que la France va verser en plus à l'Europe cette année. Parce que quand on dit on n'a pas les moyens de verser les retraites ou ça nous met dans le rouge, certes, c'est un gros poste de dépense, les retraites. Personne ne le nie. Vous prenez un pays comme la Norvège, il pourrait augmenter les retraites de 30 ou 40%. Alors certes, l'économie norvégienne ne permet peut-être pas, au niveau du PIB à l'instant T, de financer ses retraites. Mais ils ont accumulé tellement de réserves de richesses provenant des hydrocarbures et du gaz, que même si ce n'est pas complètement équilibré entre ceux qui travaillent aujourd'hui, qui cotisent, et ceux qui vont partir, il y a de la richesse. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas de richesse. Or, ceux qui partent à la retraite, eux, ont bien contribué à créer de la richesse. C'est pas fictif, ça. Donc on devrait avoir de la richesse à distribuer. Qui la distribue-t-on, le peu de richesse qu'on est encore capable de créer? Ukraine, l'Europe, j'entends par-ci par-là des 100 millions, des 300 millions pour aider à la décarbonation de telle ou telle ville très polluée. On a même atteint le milliard avec l'Afrique du Sud. Quels échanges avons-nous avec l'Afrique du Sud pour qu'on leur offre 1 milliard ou 1,3 milliard? Combien vont-ils nous acheter de Rafale? 0. Donc on offre de l'argent à des pays où on ne peut même pas se dire ouais, mais il va y avoir un renvoi d'ascenseur. On va retrouver cet argent sous une forme ou sous une autre. Ils vont nous commander soit une usine à dessaler, soit de la dépollution, ou ils vont nous commander des Airbus, tout ce qu'on veut. Ça ne sera pas le cas. Donc c'est de l'argent qu'on déverse, je ne sais pas vraiment à quel titre. Donc si on est capable de déverser des milliards à l'extérieur de nos frontières chaque année, au profit de pays dont nous n'aurons pas de retour, alors, je ne dis pas que ces pays n'ont pas besoin d'aide, hein. Je dis simplement que pourquoi est-ce que c'est nous qui jouons les bons samaritains? Donc quand on est capable de distribuer autant d'argent à des pays avec lesquels on n'interagit pas vraiment économiquement, alors pourquoi on n'a pas les moyens de commencer par financer les besoins de ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé? On verse de l'argent à des gens qui n'ont jamais cotisé 1 euro, 1 dollar, ce que vous voulez en France, et là, on dit qu'on n'a pas les moyens. Alors maintenant, dans le régime des retraites, il y a quand même 2 types de retraités. Il y a les retraités du privé, avec des caisses qui sont le plus souvent excédentaires, et vous avez les retraités de la fonction publique, où là, c'est un véritable trou noir, un puits sans fond, un tonneau des Danaïdes. Bon, là, il y a peut-être une réforme à envisager, parce que les retraités de la fonction publique, qui les finance, évidemment, ce sont aujourd'hui les actifs. Donc eux, ils sont vraiment bénéficiaires nets, hein, les retraités de la fonction publique. Ceux-là, on ne leur demande pas d'effort, hein, jamais. Alors, je ne vous raconte même pas quel va être le montant de la retraite de Madame Yael Braun-Pivet. Ouais. Voilà. Bon, encore faudrait-il d'ailleurs qu'elle ait fait une déclaration de patrimoine honnête, puisqu'elle a omis également une partie de son portefeuille de titres. Si jamais ça devait être transmis à ses héritiers, bon, si ça ne figure pas dans sa déclaration de patrimoine, peut-être qu'elle espère que ça passerait à l'as, je ne sais pas. Enfin, Voilà. Donc, pour revenir à votre question, alors la conséquence du report de la réforme des retraites, c'est un surcoût pour l'État, et qui va forcément devoir être compensé par des recettes fiscales. Donc oui, on sera dans la boucherie la boucherie fiscale plus. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Et si le budget n'est pas adopté, quelles sont les conséquences? Et est-ce qu'on peut imaginer un scénario à l'américaine où il y a le shutdown à l'heure actuelle? Alors le shutdown n'existe pas en France. Et si le budget n'est pas adopté, mais
je vous rassure, la solution, elle est déjà là. Elle était d'ailleurs déjà là au moment où M. Barnier est tombé, puis M. Bayrou. Qu'est-ce qui va se passer si à la veille de Noël, on n'a pas de budget? Heureusement, notre Constitution est bien faite. L'Élysée n'a qu'à dégainer l'article 47 et le budget passera, donc ça sera une décalcomanie du budget 2025, augmenté de l'hypothèse de l'inflation pour 2026, et le tour sera joué. Et ceux qui aujourd'hui se réjouissent du fait que ça y est, la réforme des retraites est repoussée, diront comment pouvait-on prévoir que finalement la suspension serait suspendue? Ouf, heureusement, nous avons un budget grâce à l'article 47. On n'y avait pas pensé. Hein? Moi, si je le sais, vous imaginez que ces professionnels de la politique ne le savent pas? Ils savent très bien que si, à la veille de Noël, on n'a pas réussi à s'entendre, ou que, alors bon, il y a une censure, c'est pas l'hypothèse la plus probable, mais rassurez-vous, il y aura un budget. Et il n'y aura pas d'année blanche. On a tout à y gagner. Enfin, le citoyen lambda, le contribuable, a effectivement tout à y gagner. Et celui qui, parce qu'une fois qu'il y a une dissolution, s'il y a des élections et qu'il n'y a toujours pas de majorité, il y aura quand même un Premier ministre nommé, peut-être que celui-là trouverait des gens sensés pour dire ouais, plutôt que d'augmenter les impôts, peut-être qu'il faudrait qu'on commence par baisser un peu les dépenses, notre contribution à l'Europe, l'argent qu'on déverse partout dans le monde, sans qu'il y ait de retour, qu'on simplifie le millefeuille administratif, que par exemple, lorsque l'éducation nationale passe une commande, que ça ne soit pas dans un seul catalogue où les prix des fournitures est multiplié par 3 ou par 4 par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Qui touche l'argent dans ces enchères truquées? Comme on dit, ça coûte rien, c'est quoi? C'est Nicolas qui paye? Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, c'est même un scandale inconcevable qu'on soit obligé de passer commande dans un catalogue où les prix sont gonflés à l'hélium. Et ça fait pas l'objet d'une discussion à l'Assemblée? Parce qu'à mon avis, ils sont tous dans le coup. Ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui quelque part en bénéficie. Il y a également toutes ces agences, comités, Théodule. Un problème, je crée une commission. À la tête de la commission, je vais mettre un ami qui va recevoir, ce qui est normal entre gens de bonne compagnie, qui va recevoir un salaire avec au minimum 5 0. Voilà. Plus le secrétaire, plus voilà. Donc c'est encore de l'argent public qui va financer un machin dont on va d'ailleurs jamais lire le moindre rapport. Voilà, la seule chose qu'on saura, c'est qu'ils se sont réunis, qu'ils sont partis en voyage d'études, je ne sais pas, à Cancun ou à Bali. Enfin, là, il y a des économies à faire. Enfin, toutes ces fameuses agences et comités, on a du mal à avoir un vrai chiffrage. Enfin, entre ce qu'ils coûtent et l'argent qu'ils arrivent à mobiliser, et dont on se demande d'ailleurs à chaque fois pourquoi ce n'est pas audité, pourquoi tous ces comités, toutes ces agences reçoivent de l'argent, qu'est-ce qu'elles en font? Tiens, c'est bizarre. Dès qu'on a besoin de retrouver de l'argent, on va contrôler les chômeurs. Extraordinaire. Et je l'ai entendu, je ne sais pas, 5-6 fois ça. On va renforcer le contrôle sur les chômeurs. Est-ce qu'il y a des fraudeurs? Et toute la fraude qui nous coûte des milliards, celle-là, même pas question que quelqu'un envisage de s'y attaquer. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est les copains qui vont se retrouver en difficulté. Qu'avez-vous fait de l'argent? Oups. Voilà. Donc, avant de se préoccuper, de se dire pour le prochain budget, qu'est-ce qu'on doit rajouter comme impôt,
il faudrait que le prochain Premier ministre soit, lui, orienté vers la baisse des dépenses, pas celle dont bénéficie le citoyen lambda, voilà, hein, c'est pas en réduisant les APL, les indemnités de congés maladie, etc. Non, c'est pas ceux-là qu'il faut viser. C'est ceux qui se gavent d'argent public et aujourd'hui, c'est cet argent qui n'est pas audité. Moi, je demande un grand audit de tout l'argent public qui va dans des poches, on va dire des poches amies. Parce que les chômeurs, ce n'est pas les amis du gouvernement. Hein. Ceux qui sont en arrêt maladie, ce n'est pas les amis du gouvernement. Mais c'est toujours eux. On va aller vérifier que ceux qui sont en arrêt maladie ne sont pas des arrêts maladie de complaisance, hein, naturellement. Hein, on va les contrôler, le tout petit, hein, celui qui touche 15 € d'indemnité journalière. Ah, celui-là, on ne va pas le rater. Et celui qui a un salaire à 5 zéros, dont on ne sait pas ce qu'il fait de l'argent, celui-là, jamais on va aller le contrôler. Je voulais aussi revenir avec vous sur le cours de l'or et de l'argent, qui sont actuellement très hauts. Qu'est-ce que cela dit de l'état des marchés? Alors ça ne dit pas grand-chose de l'état des marchés, ça dit quelque chose de l'état de l'économie. Ça dit quelque chose de tout un système qui est basé sur la monnaie dette. Monnaie dette, à chaque fois que vous émettez un bon du trésor, quelqu'un en face le détient, ça s'appelle un créancier, et ce bon du trésor que vous détenez, il est libellé dans du dollar, dans de l'euro, dans du yen, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un dollar qui ne corresponde pas à une dette émise. Chaque dollar, chaque euro, chaque yen est une créance sur l'État qui a imprimé ce billet ou qui l'a fait d'un seul coup surgir numériquement. Donc qu'est-ce que ça dit, la hausse de l'or? Ça dit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se méfient de la monnaie. Ce qui est assez compréhensible, puisque par exemple, si vous êtes le créancier des États-Unis, vous avez son président qui dit Jérôme, faut me baisser les taux tout de suite. Baisser les taux, ça veut dire baisser la rémunération. La rémunération, c'est la rémunération du risque de détenir une créance d'un pays qui est surendetté. Donc, Donald Trump dit qu'il faut baisser la rémunération, tandis qu'en face, il continue de dépenser de l'argent au même rythme que pendant le all-in du Covid. Là, depuis que M. Trump a été élu, les dépenses des États-Unis augmentent au même rythme que pendant le Covid. On est à plus de 2000 milliards de dettes. Donc on augmente le volume de dette, c'est-à-dire qu'on crée des unités à partir de rien, hein, un clic de souris et on vous crée 2000 milliards. Et on vous dit en plus de ça, si vous achetez ces créances, vous allez être très mal rémunéré. Et à la fin, en plus de ça, le président dit il faut que le dollar baisse. Je pense que son objectif, ça serait par exemple 1,30 contre euro. On est actuellement autour de 1,17, 1,16, 1,17. Donc, moi, je ne veux pas détenir une monnaie qui va perdre encore 15%. On a déjà perdu 15 sur les 12 derniers mois. Et en plus de ça, me dire que dans 6 mois, au lieu d'avoir 3,60 de rendement sur une créance à 2 ans, j'aurai plus que 2,60. Ça ne va pas. Je ne veux pas perdre 15% et avoir en compensation de 60 de rendement. Voilà. L'Europe, elle n'a pas de croissance. Si elle n'a pas de croissance, et avec ses frais de structure qui n'arrêtent pas d'augmenter, et en plus, elle crée peu de richesse, de moins en moins. On ne crée pas de richesse quand on a de l'énergie à un coût très élevé. Donc l'Europe ne peut que s'enfoncer dans la dette. Et là, ce n'est même pas un mécanisme théorique que je décris là. C'est l'Europe qui dit elle-même, nous, on va mettre 800 milliards que nous n'avons pas dans la modernisation de notre défense. Alors ça, je vous dirais que je ne critique pas le fait que l'Europe ait besoin éventuellement
de disposer de matériel et qu'elle cesse d'être dépendante des États-Unis. Peut-être que si on veut exister diplomatiquement, il y a un moment, il ne faut plus dépendre des États-Unis. Mais le problème, c'est qu'on dit qu'on va faire ça, hein, on va augmenter nos dépenses nos dépenses de réarmement, alors qu'on n'a plus d'argent. Donc ça va être, évidemment, sous forme d'emprunt. Donc on va là aussi imprimer 800 milliards, et probablement bien davantage, pour se réarmer, donc, avec de l'argent que nous n'avons pas. Donc, les achats d'or, eh bien, c'est quoi? Quand vous êtes le banquier central d'un pays, pas yen, pas euro, pas dollar, vous dites, moi, il me faut des réserves, mais je ne veux pas que ma réserve perde 15% de sa valeur dans l'année. Ou que l'Europe, on ne sait pas ce qui peut se passer avec la Russie. Alors le yen, la nouvelle première ministre, Madame Sanae Takaichi, dit « Je rétablis les Abenomics ». Ça veut dire quoi les Abenomics? Ça veut dire dépenses publiques, à crédit bien sûr, dépenses keynésiennes. Alors après ça, on dira oui, mais aujourd'hui le Japon est en panne de croissance, il faut faire quelque chose. Soit. Mais bon, dépenses keynésiennes. Stimulus fiscal. Bon, c'est pas seulement qu'on va dépenser plus d'argent, mais en plus de ça, on va encaisser moins d'impôts. Bah oui, parce que si on baisse les impôts, les gens vont se remettre à consommer. Et puis derrière, ça générera des recettes de TVA, etc. On connaît tous cette théorie qu'en baissant les impôts, on va s'enrichir. On va enrichir l'État. Et abondance monétaire, les Abenomics aussi, c'est que la Banque centrale mette de l'argent là, autant qu'il en faut, pour que l'économie puisse reprendre sa croissance. Donc, moi, étant banquier central d'un pays hors des 3 zones que je viens de citer, qu'est-ce que je peux détenir? Alors, peut-être du franc suisse, mais c'est tout petit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un marché de l'or qui représente des milliers de milliards aujourd'hui de valeur. Donc ça va, ça je peux aller là-dessus. Et l'or serait une valeur refuge aussi pour le particulier? Bien sûr. Ça l'est, on le voit bien, ça l'a été pour les Argentins, ça l'est pour les Turcs. Alors les Turcs, bon, c'est à la fois de l'or, de l'immobilier, mais pour préserver de la valeur, si jamais on voyage un peu dans le monde, bien sûr qu'il faut détenir de l'or. Le Turc qui a de l'or, la division par 3 de la livre turque, il s'en est pas aperçu. S'il quitte les frontières, s'il va en France, en Suisse, aux États-Unis, il a gardé le même pouvoir d'achat. Enfin, il a même beaucoup plus aujourd'hui, puisque l'or, en fait, a doublé par rapport au moment où la livre turque a commencé à se casser la figure. Donc là, c'est double bonheur. Non seulement ils ont annulé l'inflation en Turquie, mais en plus de ça, ils ont gagné du pouvoir d'achat à l'international. Donc oui, pour le particulier, l'or est une très très bonne protection. Voilà. Ça répond à la question de la façon la plus claire possible. Pour finir, on parle de plus en plus du FMI qui pourrait venir en France redresser les comptes publics. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'on n'y est pas loin? Alors on fait partie de ce que je disais en préambule, on est là dans le psychologique. Voilà, là c'est l'épouvantail à castor. Si jamais une dissolution, ça va être le chaos. Le FMI va débarquer, va réduire vos retraites de 25 ou 30%, etc. etc. Bien sûr, c'est le chantage à la peur. De toute façon, aujourd'hui et depuis 5 ans, on est gouverné en permanence par la peur. Et quand un péril a disparu ou que les gens commencent à l'oublier ou à se dire non, c'est peut-être pas aussi grave qu'on nous l'a dit, on nous invente un nouveau péril. Donc le péril russe, bien sûr, parce que les Russes sont évidemment partout. Quand on découvre qu'aux États-Unis, M. Trump se vante que toute sa carrière, il la doit à la famille Adelson. Et que tout ce que cette famille a demandé au nom d'un certain État, il le leur a accordé. Et qu'il leur a même accordé des choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé ou qu'ils ne lui avaient même pas demandé.
Mais on vit sous l'influence russe, naturellement. Donc il faut se réarmer, parce que c'est bien les Russes qui nous menacent. Hein. C'est eux qui ont fait sauter Nord Stream, tout le monde le sait. C'est eux qui ont coupé le gaz à l'Ukraine, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on entend partout. Ah ouais, mais Poutine a coupé le gaz à l'Ukraine. Non. C'est M. Zelensky qui a dit on ferme les robinets, parce que ça va embêter M. Orban, ça va embêter M. Fico en Slovaquie, etc. Donc le péril est russe. Mais les Américains peuvent continuer évidemment de nous espionner par tous les moyens possibles, au travers de SWIFT, au travers de nos SMS, tout ce qui circule entre l'Europe et les États-Unis atterrit directement à la NSA et est ensuite traité informatiquement par Palantir. Hein. Voilà. Mais évidemment, c'est les Russes qui seront la cause de tous nos malheurs. Ce n'est pas les Américains qui connaissent la moitié de nos secrets industriels et qui espionnent tout ce qui s'échange, tout le business qui est fait entre nos entreprises et des clients dans le monde entier qui sont évidemment aussi des clients potentiels des firmes américaines. Non, évidemment. Ce sont les Russes qui sont les auteurs de tous nos maux. Puis quand ça ne sera plus les Russes, on nous ressortira certainement un nouveau Frankenstein, hein, vous voyez, un nouveau virus. Hein, si ce n'est pas les Russes, c'est les virus. Et puis après ça, on nous retrouvera un trou dans la couche d'ozone, ou, je ne sais pas quoi, un basculement des pôles magnétiques. La Terre va se retourner, on va tous mourir. Ils sont d'une imagination sans fin pour maintenir le peuple qui regarde le 20h. Alors, ce n'est pas les plus jeunes, hein. Mais bon, ceux qui regardent les médias vont être maintenus dans un climat de peur permanente. Parce que, évidemment, la peur obscurcit le jugement quand elle ne l'anéantit pas. Et les gens qui ont peur sont totalement manipulables. Et si on leur parle d'une crise, même totalement fabriquée, ben, eux arrivent avec la solution. Et je crois que le principe que certaines personnes commencent à en apercevoir, hein, c'est que si des situations d'exception permettent de justifier, de retirer certaines de nos libertés fondamentales, la tentation est forte de créer justement la crise qui permet de supprimer le genre de liberté qui est jugée un peu dangereuse par le pouvoir, par exemple. Donc on va de crise en crise avec un narratif et une propagande de plomb. Hein. Je veux dire, la propagande est déversée au tractopelle. Moi, je me rappelle des 3 jours de canicule, début juillet, 3 jours de canicule. Et on nous a dit qu'à la fin de l'été, nous serions tous grillés et qu'il ne fallait surtout pas aller acheter des clims. Faites pas ça, ça va encore réchauffer alors qu'on va étouffer cet été. Vous vous rappelez de cet épisode ? Et ça aboutit à un mois de juillet qui était totalement dans la moyenne. Et après ça, on a eu le mois de septembre le plus froid depuis 21 ans. Mais pendant 3 jours, on ne nous a parlé que de la canicule, canicule, canicule. J'ai regardé un 20 heures, parce que c'est un exercice qui me fait hurler de rire. Je pense que à 2 jours avant qu'on franchisse les 30 degrés, et que les cartes de la France rougissent, voire noircissent, parce que, évidemment, pour que le castor, d'un seul coup, se mette à craindre le pire, il faut lui montrer une carte où ce qui était en vert ou en jaune il y a 10 ans est aujourd'hui en rouge cramoisi, voire en noir carbonisé. Et pendant 2 jours, le mot canicule était prononcé 20 fois par journal télévisé. C'est extraordinaire quand vous entendez ça. On vous tape sur la tête à coups de termes. Les Russes, les Russes, les Russes, le virus, le virus, le virus, canicule, canicule, canicule. Et le FMI Et le FMI, c'est aussi, comme je disais, un épouvantail à castor. Bien sûr que non, le FMI ne va pas débarquer en France. Enfin, bon, la France n'est pas la Grèce, n'est pas le Sri Lanka. La France est protégée de toute façon par l'euro.
pour le meilleur et pour le pire. Hein, puisque effectivement, l'euro nous protège, mais c'est aussi l'euro qui nous a mis dedans, en grande partie. Si on n'est pas compétitif, c'est parce qu'on a on vend dans une monnaie qui est surévaluée par rapport à la compétitivité de notre outil industriel. Et Trump, lui, pendant cela, se dit il doit baisser le dollar. Hein. Et puis, Madame Sanaï Takaichi dit ouais, bah, Trump, ça va. Il veut faire baisser le dollar. Moi, je vais faire baisser le yen, tu vas voir. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve avec un euro qui, effectivement, aujourd'hui, devient de plus en plus cher. Et en plus de ça, on a les droits de douane de Donald Trump. Si vous prenez 15% de droits de douane d'un côté et que vous avez votre devise qui s'apprécie de 15% de l'autre côté, non seulement contre les États-Unis, mais également contre la Chine. Mais oui, parce que M. Xi Jinping, il fait exactement comme fait Mme Takaichi aujourd'hui. Le yuan, il est arrimé au dollar. C'est simple, le dollar a perdu 15% en un an face à l'euro, le yuan en a perdu 14%, enfin, c'est à peu près de cet ordre-là. Donc bien sûr que non, le FMI ne va pas débarquer, mais pour que les gens se disent « Mon Dieu, mais s'il y avait une dissolution, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà la propagande qu'on leur sert. Et comme les gens ne savent pas grand-chose, la réalité, c'est ça. C'est que le 20h ou le 13h, c'est l'équivalent de FR3 Région il y a 20 ans. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis obligé d'aller sur NHK, chaîne japonaise en anglais, CCTV, chaîne chinoise toujours en anglais. Je regarde même des chaînes marocaines parce qu'on a une vision depuis l'extérieur de nos frontières. Là, d'un seul coup, on comprend ce qui se passe dans le monde. Donc là aussi, on a un problème gravissime, c'est les médias et c'est l'information, ou plutôt la non-information, ou la déformation de l'information, ou l'utilisation des médias comme outil de propagande. Ce n'est pas le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir qui passe la quatrième au niveau de la propagande qui lui va bien. Bien, merci beaucoup Philippe Béchat pour vos réponses. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.